Bonjour tout le monde. D'abord, un grand merci aux organisateurs du GIS, professeur Bernard Franco, Madame Elisabeth Belmaz et surtout à Juliette aussi. Donc c'est vraiment un grand honneur pour moi d'être ici parmi vous. Donc je ne peux pas cacher la joie d'être ici avec vous aussi. Donc, ok. Alors, l'écrivain que je choisis, il est un écrivain qu'en Iran on pense et on croit qu'il est le père des intellectuels iraniens. Donc, la raison de ce choix, c'est que, c'était une partie de ma thèse aussi lors de mes études en doctorat. Et l'autre chose, c'est que récemment, j'ai finalisé la traduction de ce livre en français. D'autres choses, ce qui est très important pour les gens qui ont visité Téhéran aussi, il y a une autoroute au centre de Téhéran qui s'appelle Jalal al-Ahmad. Donc, ce qui montre l'importance de cet écrivain dans la pensée de l'Iran, surtout son influence sur des écrivains iraniens. Alors, je commence avec une présentation pour que je puisse respecter du temps. Je passe trop vite après sur son œuvre qui s'appelle Une pierre sur un tombe, et après des analyses à ce sujet. Jalal al-Ahmad est né dans une famille religieuse à Téhéran, le 9e enfant de Sayyid Ahmad Hussein Talarani, un religieux renommé, est né dans un vieux quartier de Téhéran. Sayyid Hussein a donné le prénom Hussein 7 ans après, lorsque le gouvernement avait décidé la mise en place de l'acte de naissance pour tout le monde. Il lui a choisi le prénom Sayyid Jalaluddin et le nom Al-Ahmad. À partir de l'âge de l'adolescent, Jalal préférait qu'on appelle Jalal Al-Ahmad. Il dit dans son livre « Je suis né dans une famille religieuse musulmane chiite. Mes grands-parents ainsi que l'un de mes beaux-frères étaient religieux toute leur vie, et cela n'est que le début d'histoire. Le reste de la famille sont religieux sauf quelques-uns. Le reflet de ce milieu religieux se voit dans les rencontres, dans les nouvelles qui s'appellent Setar et dans les autres œuvres. Sayyid Ahmad, le père de Jalal, et sa mère ont eu 12 enfants, dont le premier était surnommé Kamal al-Mulk. Sayyid Jalal voulait confier à son fils la responsabilité de 2 mosquées et de son cabinet de notaire. Il raconte en 1923, en 1923, ma descente sur ce monde qui est comme un zoo s'est produite après la naissance de 7 filles, aucune n'était de cette fille, mais seulement 4 d'entre elles ont survécu. Deux d'entre elles sont mortes à cause de la maladie et une autre est partie à l'âge de 35 ans à cause de cancer. J'ai passé mon enfance dans le confort d'une vie religieuse jusqu'à ce que l'État a mis la main sur les notaires. Mon père n'a pas accepté la surveillance de l'État, les cachets, les timbres, etc. Il a fermé sa boutique et s'est content d'être le chef de quartier. Donc, il a fait ses études dans des écoles qui s'appellent Dar al-Fudun à Téhéran. Donc, mais en 1923, il s'est rendu compte de sa grande passion pour l'écriture. Durant ces années, il était toujours un peu sous l'ordre de son père. Et il apprenait la langue arabe afin de se préparer pour les études en théologie. Peu après, il s'est mis à apprendre la langue française, a fait d'énormes progrès sur ce point. Il est évident qu'Al-Ahmad avait une écriture satirique vis-à-vis des événements culturels sociaux de son époque. À part ses récits de voyage et ses différentes traductions de ses œuvres, des œuvres des écrivains connus occidentaux, il a publié 10 livres et plusieurs essais scientifiques et critiques.
D'autre part, les critiques et les commentaires des œuvres de Jalal al-Ahmad ne partagent pas les mêmes idées. Certains sont d'accord avec ses pensées et certains d'autres sont contre. En analysant les différentes critiques faites sur ses pensées et sa doctrine politique et sociale, nous essayerons de présenter un schéma de ses idées et du milieu politique et social de son époque. En 1947, il a publié son recueil de 10 nouvelles, De la peine dont nous souffrons. C'est au cours de cette année qu'André Gide a reçu le prix Nobel de littérature. Dans ses correspondances avec ses amis, Jalal al-Ahmad a déclaré son intérêt pour l'écriture de Gide et la technique de narration utilisée dans ses œuvres. Au moment de la publication de cet art, il s'est réfugié dans un long silence. Pendant cette période, il a appris la langue française, a traduit les livres de Jean-Paul Sartre, Albert Camus, André Gide et justement Fyodor Dostoïevski grâce à ses amis. Alors, Jalal al-Ahmad, il avait 4 périodes dans sa vie, 4 périodes très importantes. Il avait vie religieuse. Deuxième partie, c'était tendance au marxisme, adhésion au parti Tudeh, qui était le représentant du marxisme en Iran, tendance à l'existentialisme et retour à soi, et peut-être à la religion aussi. La première période correspond à son enfance et au début de sa jeunesse, lorsqu'il était sous l'influence de sa famille, surtout de son père. À cette époque, il respectait la religion et effectuait les pratiques religieuses. Il a même fait ses études de théologie durant ces années. C'est pendant la deuxième période de sa vie qu'il s'oppose à la religion. Il participe au parti Tudeh. Aux troisième période de sa vie, il traduit des œuvres d'André Gide, Retour de l'URSS, et Les nourritures terrestres d'André Gide. Il était aussi indirectement en contact avec Sartre, dont des idées étaient très courantes dans la société iranienne. Donc, je commence sur la présentation d'une pierre sur un ton, qui est le chef-d'œuvre, on pense qu'il est le chef-d'œuvre de Jalal al-Ahmad, qui est un récit autobiographique aussi. La plupart des livres de Jalal al-Ahmad, comme André Gide, sont une sorte d'autobiographie. Ils se livrent à révéler les choses les plus secrètes de leur vie. Al-Ahmad ne cesse d'évoquer sa stérilité. Il ose aller jusqu'au bout de lui-même, dire sans plus craindre de peiner le lecteur. En lisant une pierre sur une tombe d'Al-Ahmad, on est un peu choqué d'y trouver certains passages qui ne vont pas avec l'esprit de l'ouvrage. La forme de ce livre ressemble plutôt à un carnet de notes. La forme et le faire qu'Al-Ahmad a choisi d'écrire son histoire à la première personne place le narrateur au premier plan. Le récit tourne autour d'un narrateur qui est relevé par lui et son identité. En disant l'histoire, il parle de la raison de son stabilité. Si vous voulez savoir, ce sont les traductions de passages, de phrases de Jalal al-Ahmad. Si vous voulez savoir la justification scientifique de ce problème, il ne reste plus de place pour un questionnement. C'est facile. Le nombre des spermatozoïdes est insuffisant pour qu'ils puissent féconder même une grenouille. 2 ou 3 spermatozoïdes seulement dans un petit espace microscopique, alors qu'il devrait y en avoir au moins 80 000 dans chaque chambre. Un champ, oui, c'est la réalité, un petit espace plus petit même, beaucoup plus petit, et on l'appelle un champ. Et ce champ est un mur juste devant ta tête. Chaque personnage d'une pierre sur un ton est pour Al-Ahmad la représentation dynamique et autonome
d'un des moments essentiels de la création romanesque. Quant aux autres nouvelles d'Al-Ahmad, le personnage principal du livre qui s'appelle Le directeur de l'école n'est que l'incarnation d'Al-Ahmad lui-même. De même, la majorité des personnages constituaient ces récits tels que échanges de visites représentant ces diverses caractéristiques à des moments différents de sa vie. Il faut préciser qu'Al-Ahmad recourt également aux différentes formes de l'autobiographie, récits de voyage, souvenirs d'enfance, etc. Certes, les contradictions dans ces œuvres sont manifestes parce qu'il y a la reproduction non pas d'une, mais de plusieurs images de moi, et surtout parce que les autobiographies al-ahmadiennes sont davantage tournées vers le futur que vers le passé. La rédaction d'une œuvre modifie psychologiquement parlant la personnalité de son retour. La particularité du jeu utilisé par Al-Ahmad la plupart du temps pousse le lecteur vers cette vérité que les héros sont les porte-paroles de l'auteur. Il semble que le retour d'Al-Ahmad vers la religion à la fin de sa vie, malgré sa distance avec les rituels religieux, dans la deuxième période, nous montre que malgré ses écrits, ses critiques aux idées religieuses dans un fêtu à la rencontre de Dieu et échange de visites, le jeu utilisé est un jeu autobiographique pour instituer une mémoire extra-personnelle et une identité de suppléance. Le récit d'une pierre sur un tombe s'ouvre ces deux phrases courtes et explicites. Chaque enfant est une pierre sur la tombe de son père. Nous, moi et Simine, n'avons pas d'enfants. Mais avant cela, et en épigraphe, il y a une citation qui comprend la métaphore fondamentale du texte. Chaque être humain est une pierre sur la tombe de son père. La source, c'est un personnage qui est probablement inventé par Al-Ahmad pour créer un effet narratif. Donc je passe trop vite pour que je puisse respecter du temps aussi. On pourrait voir les idées de Jalal al-Ahmad dans son pierre sur un tombe quand il raconte l'histoire de sa sérénité, surtout son dialogue avec son père sur sa tombe. Cet événement a amené Jalal al-Ahmad à questionner son rapport avec sa racine. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a en ta personne qu'il n'y avait pas en personne de ton père? Ou qu'est-ce qu'il y avait dans sa personne qui n'existe pas dans ta personne? Et en fin de compte, il conclut que, oui, apparemment, il n'y a pas de solution que de me référer à mon père. Dans une grande partie de ce livre, Jalal s'adresse à la pierre de son père, l'homme religieux, qui est le symbole de la tradition. Le père est enterré dans le tombeau familial et à côté de sa deuxième épouse, la sœur. Avant de quitter le tombeau de son père, Jalal lui dit « Sache-le, je ne suis pas la pierre de ta tombe. » Une pierre sur une tombe jouit d'une place hors pair dans la littérature persane et la tradition d'autobiographie en Iran. Ce livre est le premier texte traitant la maladie d'un écrivain iranien de sa propre bouche et dévoile la notion de la masculinité dans la culture iranienne d'une manière sans précédent. Pourtant, la critique a décrit ce livre comme le scène où Jalal al-Ahmad va et vient entre la tradition et la modernité, et qu'il se soumet enfin d'ailleurs comme le monde où il a vécu,
à la modernité. Selon Yavari, la rencontre de la société iranienne avec l'Occident et la modernité à l'époque de Qajar n'a pas abouti à la naissance de l'autobiographie dans sa perception moderne en Iran. C'est pourquoi en Iran, et depuis une dizaine d'années, les textes qu'on pourrait qualifier d'autobiographie, donc de récits de jeu, dans une définition exacte, sont nombreux. Cependant, Yavari voit dans le récit autobiographique d'Al-Ahmad que c'est une expérience qui pose le problème de soi-même comme un autre dans ce récit autobiographique, surtout dans une pierre sur un tombe. À l'intérieur de ce texte de Jalal al-Ahmad, que l'on considère souvent narcissique, la place de moi se penche sur la problématique de la connaissance de l'autre. Autrement dit, à l'intérieur du texte, à la première personne, où le je et l'autre coexistent, se créant d'une manière réciproque. Pour comprendre cette situation de mélange du rôle de je et l'autre, nous pouvons voir dans les débats soulevés par certaines parties de cet ouvrage lors de sa parution le fait que ce genre n'était pas approprié en Iran et que la plupart des Iraniens ne connaissaient pas les manières de lire des ouvrages écrits dans ce genre. À ce propos, on remarque sur les différents types de moi dans la narration autobiographique d'Al-Ahmad pour apporter des éclairages. Ainsi, le relais de la narration comporte 3 termes articulés l'un sur l'autre: auteur, narrateur, personnage. Le pronom personnel « je » constitue donc une fourchette dont la principale fonction est de créer des collisions spectaculaires entre les 3 niveaux narratifs dans un texte autobiographique. Je masqué de l'auteur pour renvoyer simultanément au je, c'est-à-dire le moi réel ou historique, je principal du narrateur, c'est-à-dire le moi narrateur et narré, et le je idéologique. La distinction relative de ces moi, surtout le moi historique des autres, peut être révélateur dans l'analyse des récits autobiographiques comme dans une pierre sur un tombe. Pour revenir sur les formes que prend le je dans une pierre sur un tombe, il faut signaler que le moi historique, c'est le personnage réel d'Al-Ahmad. L'écrivaine iranienne vécut 46 ans et dont le nom s'est écrit sur les versions publiées de cet ouvrage. La vie de ce moi réel, qui a une histoire derrière son récit, est beaucoup plus hétérogène et diverse que celle racontée dans une pierre sur un tombe. Ce moi, bien qu'il soit un jour vécu sur la terre et dont l'existence peut être prouvée par les documents historiques, est inconnu et inconnaissable au public, et c'est impossible d'avoir accès à lui dans le texte autobiographique. Donc, dans l'analyse du texte, ce moi est évoqué par le nom de Jalal al-Ahmad. Le moi accessible pour les lecteurs, c'est le moi qui raconte l'autobiographie et qu'on l'appelle le moi narrateur. Ce moi est en effet le masque du moi réel ou historique qui vaut ou qui est obligé de raconter un récit sur soi. Ce moi est en effet le moi objectivé et il est le souvenir d'une version plus jeune de soi. Enfin, le moi idéologique est une conception de l'identité personnelle qui s'est abandonnée au narrateur lors de la narration du point de vue culturel. Pour comprendre le moi idéologique, il faut reconnaître que ce moi n'est pas un sujet transparent et libéré de carcan de discours sociaux. Le moi idéologique se révèle surtout lorsque le narrateur juge les faits ou prend une position à leurs égards. Dans ce cas,
la vision du monde qui se trouve à l'origine de parti prise se dévoile. Dans une pierre sur une tombe, l'auteur a changé les règles de la narration, ou autrement dit, grâce à la crise narrative, il a profité de ce jeu comme un espace de jeu pour créer un jeu dévoilé. D'une part, Al-Ahmad satisfait le besoin de la subjectivité moderne, à savoir le besoin de prendre conscience de soi et celui d'être individu, en s'écartant de soi tout en écrivant sur soi, en jetant de la lumière sur les coins les plus obscurs de son monde intérieur, et d'autre part, il narre après long vacillement entre les questions soulevées au sein de la modernité. Se soumettre à la modernité trouve son origine dans l'écriture de l'autobiographie même, le genre qui est l'une des manifestations et des fruits de la modernité, et qui est construit sur une perception moderne de l'individualité. De même que le besoin de l'individu pour observer soi-même et son rapport avec le monde qui l'entoure. Cette dualité intérieure est même parfois extérieure dans le rapport du sujet le plus manifeste du livre « Les stérilités d'Al-Ahmad » avec le refus de la tradition chez lui. Al-Ahmad, en tant qu'un homme moderne, ne pouvait pas oublier les avantages de la vie traditionnelle dans une société orientale, comme l'Iran. C'est à cause de cette dualité qu'il s'échappe de la société pour se réfugier dans l'autobiographie, donc pour changer de champ de bataille entre l'homme oriental, situé à son intérieur, et Al-Ahmad qui se révèle en contraste avec celui-ci occidental, en bref, entre la tradition et la modernité. Le refus de la tradition comme un geste intellectuel, un symbole de son échec intérieur devant la modernité en rapport direct avec sa stérilité. Pour finir cette partie, permettez-moi de lire la conclusion aussi. Dans cette recherche, nous avons choisi de placer l'interrogation sur la notion de sujet en prenant comme point de départ de réflexion d'Al-Ahmad, en révisitant le concept de l'identité de ce jeu à la recherche de l'autre. Précisons au passage que Gide et Al-Ahmad font tous les deux leur autobiographie et leur critique dans leurs œuvres. Al-Ahmad est capable de critiquer son propre style, sa technique et les points faibles qui existent dans ses écrits, ce que nous trouvons dans son livre aussi, c'est-à-dire il a toujours mis en jeu son jeu. Situé dans l'époque de l'entre-deux entre l'héritage du XIXe siècle et le renouveau du XXe siècle, en nous référant aux notions élaborées par le domaine de notre étude sur la réflexion d'Al-Ahmad, surtout sur les récits autobiographiques, et celle de la masculinité traditionnelle d'un écrivain oriental iranien, deux chemins s'offrent à nous. Une première perspective consisterait à rechercher dans les réflexions autobiographiques et les séquences descriptives de ces œuvres. Une seconde option serait de vérifier des réflexions sur le genre qui concerne le problème de l'identité et la vision masculine sur le monde. Les particularités de jeu utilisées par Al-Ahmad la plupart du temps poussent le lecteur vers cette vérité que les héros sont les porte-parole de l'auteur. Il semble que le retour d'Al-Ahmad vers la religion à la fin de sa vie, malgré sa distance avec les rituels religieux dans la deuxième période de sa vie, nous montre que malgré ses critiques des idées
religieux dans ses œuvres, le jeu utilisé dans une pierre sur un tombe est un jeu autobiographique pour instituer une mémoire extra-personnelle. Situé dans l'époque de l'entre-deux, c'est ça. Situé dans l'époque de l'entre-deux entre l'héritage du XIXe siècle et le renouveau du XXe siècle, les héros du roman de Jalal al-Ahmad, le héros du roman de Jalal al-Ahmad est un explorateur de l'espace autobiographique avec des jeux différents. Ces jeux en quête d'un soi sont en aller-retour entre le début et l'arrivée, qui sont perdus entre temps, espace et l'identité. Avec ces jeux, sur ce jeu, il a créé le discours de retour à l'origine, qui représente une tentative de rendre une nouvelle forme à la modernité iranienne, de sorte qu'elle ne soit pas envahissante, devient plus alternative et moins dominatrice. L'exemple iranien de retour à l'origine est une tentative pour harmoniser la modernisation de la culture iranienne. L'impact du retour dans l'acte d'énonciation crée des métaphores de retour. Ce jeu créant un espace de jeu pour l'écrivain et permettant de cacher le personnage de l'écrivain a créé une sorte de retour intérieur et extérieur. La distance entre ces retours intérieurs et extérieurs est un champ de bataille entre la tradition et la modernité, l'intellectualité et la religiosité de l'homme oriental. Donc finalement, il choisit le retour à soi, ce soi fondé sur les idées nationalistes, trouve son autre en Occident. Merci beaucoup.